Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire au cours duquel nous allons parler d'hyperconvergence. Nous allons bien sûr parler de la technologie, mais nous allons surtout évoquer et démonter les idées reçues qui tournent autour de cette architecture. Ce sera d'ailleurs la première partie de notre webinaire. Ensuite, nous évoquerons ensemble avec nos invités tous les cas d'usage au cours duquel cette technologie peut être déployée. Nous entendrons également un utilisateur qui nous dira pourquoi il a choisi l'hyperconvergence. Et enfin, nous listerons tous les avantages, en tout cas quelques-uns, des avantages de cette architecture. Et pour tout ce programme copieux, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants et je vais commencer par le premier qui est avec moi en plateau. Thomas Guérin, bonjour. Bonjour Thomas. Thomas, vous êtes Sales Director Storage and HCI Solutions chez HPE. Nous aurons également le plaisir d'entendre Benoît Pechevski, responsable pôle public chez Antemeta. Benoît, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis nous aurons le plaisir d'entendre un tout petit peu plus tard Nicolas Jamois, chef de projet technique au département informatique chez Altima Assurance. Messieurs, encore une fois, merci d'être avec nous ce matin. Et Thomas, je me tourne vers vous justement pour aborder la toute première partie de ce webinaire. Je le disais, l'hyperconvergence, c'est beaucoup d'idées reçues, c'est trop cher, c'est pour les grands comptes. Alors peut-être la première question, est-ce que l'hyperconvergence répond à tous les projets? Est-ce que c'est cette technologie que certains peuvent percevoir comme absolument polyvalente et qu'on peut déployer partout? Alors c'est une excellente question Thomas. C'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir dire que oui, l'hyperconvergence convient à tous les projets et à tous les clients, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a plein de situations auxquelles on ne peut pas répondre en hyperconvergence. Que ce soit par exemple quand on n'est pas forcément en mode full virtualisé, déjà, quand on a encore beaucoup de clients, des applications qui demandent du serveur physique par exemple, et l'hyperconvergence, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour ça. On a encore aussi des clients qui ont des environnements dits propriétaires, que ce soit de l'Unix, de la S400, du mainframe, etc. Et l'hyperconvergence, encore une fois, n'est pas idéale dans ces solutions-là. Elle n'est pas adaptée parce que finalement, elle ne peut pas se connecter à ces environnements finalement? Oui, exactement, parce qu'en fait, on va rester aujourd'hui, nous, dans un mode vraiment hyperviseur VM, voilà, et on va rester sur les standards du marché. C'est pour ça qu'en fait, on ne va pas forcément répondre à ces besoins-là. Et enfin, l'autre point qui est aujourd'hui, on a beaucoup de questions aujourd'hui autour du stockage primaire, des workloads, des applications des entreprises. Maintenant, on a aussi beaucoup aujourd'hui de réflexions autour du stockage secondaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit le stockage objet, le stockage fichier, l'hyperconvergence n'est pas clairement la meilleure réponse à ces situations-là. D'accord. Pour quel type de client c'est l'hyperconvergence? Je le disais très rapidement, hein, hyperconvergence, je pense que dans la tête de beaucoup de gens qui nous regardent, hyperconvergence, grand compte, CAC 40, 10 000 personnes dans le monde et ainsi de suite. Alors, c'est une idée reçue. C'est vrai que l'hyperconvergence a démarré, on va dire, il y a un peu plus de 6-7 ans. Au début, on pensait que comme quand est arrivée la virtualisation, c'était destiné principalement aux grands comptes. En fait, on s'est aperçu que c'était d'abord destiné en fait, aux clients qui étaient un peu ce qu'on appelle les early adopters, donc les personnes qui aiment un peu farfouiller, Oui. tester les nouvelles technologies. Et en fait, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, l'hyperconvergence correspond plus en fait à un type de client très très large. On peut aller vraiment de l'association loi 1901 à la petite mairie, collectivité territoriale, à des entreprises, on va dire, mid-market, des ETI, des PME, jusqu'à des clients très grands comptes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va couvrir un spectre très large aujourd'hui en termes d'hyperconvergence. Maintenant, on s'aperçoit même à l'inverse qu'aujourd'hui, on a un potentiel très fort autour du mid-market, en fait, des PME ou des collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que l'hyperconvergence va correspondre aux équipes IT qui sont réduites, voilà, qui sont peu nombreuses pour gérer beaucoup de choses. Comme j'aime bien le dire, c'est que c'est des personnes qui ont souvent, qui sont de moins en moins nombreuses pour gérer de plus en plus de tâches. Et donc le but, c'est de leur faciliter la vie. D'accord. C'est pas trop, est-ce qu'on ne peut pas penser justement que c'est trop de puissance, c'est trop de capacité? Vous veniez de le dire, Thomas, c'est que ça peut être pour tout un tas d'entreprises. Est-ce que c'est pas trop de puissance et trop de capacité justement pour des petites entreprises, voire des associations finalement? Alors non, puisque en fait le but, c'est pas, la question elle n'est pas posée sur la puissance ou sur les capacités qu'on va offrir, mais aujourd'hui elle est plus axée sur la simplicité d'utilisation. C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est ce que recherchent nos clients. Le but étant de ne plus avoir à gérer, on va dire, plusieurs silos, c'est-à-dire un silo de serveur, un silo de réseau, un silo de stockage, mais c'est aujourd'hui d'avoir tout ça dans une seule boîte, entre guillemets, c'est vraiment le but de l'hyperconvergence, de faire converger plusieurs éléments en un seul, mais c'est surtout de simplifier aujourd'hui l'administration au jour le jour. Et le but, c'est vraiment de faire gagner du temps à l'administrateur système
pour qu'il ne passe plus, entre guillemets, de temps sur des tâches dites rébarbatives, mais qui, lui, passe beaucoup plus de temps, en fait, sur des tâches, en fait, de veille technologique, etc., d'amélioration des SLA. Donc voilà, donc c'est vraiment le but de l'hyperconvergence, c'est d'apporter cette simplicité, et c'est pour ça qu'elle s'adresse aujourd'hui de plus en plus aux petites entreprises, on va dire, aux plus petites sociétés ou aux collectivités territoriales. D'accord. Est-ce que l'hyperconvergence est-elle chère? On peut imaginer, en tout cas, vous avez déjà partiellement répondu, hein, que quand on imagine déjà le large éventail d'entreprises qui peuvent se le permettre, c'est qu'effectivement, le ticket d'entrée n'est pas si élevé, mais je pense que ça reste encore une idée reçue. Est-ce que c'est justement une rumeur à laquelle il faut tordre le cou? Alors oui, tout à fait. Alors, elle a été chère, parce que comme toute nouvelle technologie, pour ceux qui l'ont connue dans les années, on va dire, milieu des années 2010, oui, la technologie, c'était nouveau. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur ce marché-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, on rencontrait certains clients qui disaient « Ah, c'est super cette solution, etc. » Par contre, c'est vrai quand on proposait une première approche budgétaire, les clients... on va dire, tomber un peu de leur chaise. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est beaucoup plus concurrentiel, sur lequel on est rentré vraiment dans les mœurs. On est passé aujourd'hui en plus sur des technologies à base de serveurs, hein, donc aujourd'hui qui s'est démocratisé. Et donc aujourd'hui, non, on n'est pas plus cher sur une solution d'hyperconvergence. On a même aujourd'hui beaucoup de situations, on a fait des analyses de ROI, où en fait on est même moins cher qu'une solution traditionnelle. Donc aujourd'hui, le prix n'est plus du tout une barrière, bien entendu suivant les scénarios qu'on va proposer aux clients. Mais c'est pour ça que justement, on a aujourd'hui des mairies des clients des mairies de 10 000 habitants qui ont pris des solutions d'hyperconvergence. On a des associations, on parlait de l'association 1901, on a aujourd'hui des PME qui vont sur ces solutions-là parce qu'aujourd'hui, le ROI est clairement bien identifié et surtout, il est réalisé au bout de quelques temps. Une autre question pour compléter celle qu'on abordait plus tôt sur le type de client. Est-ce que ce n'est pas trop complexe? Parce que justement, le but, c'est que ce soit simple à gérer. Donc ça, vous l'avez dit, on l'a bien compris. Mais est-ce que ce n'est pas trop complexe à déployer? Est-ce que ce n'est pas trop complexe à intégrer dans un SI? Est-ce que finalement, l'hyperconvergence n'ajoute pas de la complexité par rapport à des IT, à de l'IT traditionnel? Alors justement non, c'est tout l'intérêt de l'hyperconvergence, c'est qu'aujourd'hui on va avoir des boîtiers, hein, ce que nous on va appeler plus communément des nœuds, voilà, qu'on va intégrer sur un réseau standard. Donc ça aussi c'est une grande force, hein. On n'est plus sur les réseaux que certains ont connus, qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, que ce soit du Fiber Channel ou des choses comme ça. On va rester sur des réseaux IP traditionnels. Donc on va s'interfacer avec des interfaces réseau standards. Et surtout l'avantage c'est que nous non seulement on va tout faire converger dans une seule boîte, mais on va faire converger également les consoles d'administration. Parce que ça, c'est le but. Et la force, c'est de pas de rajouter de sur-consoles d'administration, parce qu'on considère que les administrateurs système en ont déjà largement à déployer, largement à gérer. La plupart du temps, ils les allument pas toutes. Et c'est de dire, nous, on va s'adosser sur la console d'administration de l'hyperviseur. Voilà, donc ça c'est clair. Une seule console d'administration, vous faites par exemple du VMware, la console d'administration, ça sera le vCenter. Pour administrer aujourd'hui les solutions d'hyperconvergence d'HPE, que ce soit du SimpliVity ou du Nimble DHI, ça sera tout dans le vCenter. C'est tout. D'accord. Donc la simplicité, je le disais encore une fois avant tout. Est-ce que l'hyperconvergence est un phénomène de mode? On en parle effectivement depuis un certain nombre d'années. La technologie, elle s'est installée. Mais est-ce que finalement, on ne peut pas craindre que le phénomène va finalement s'étioler? Alors oui, on nous a beaucoup posé la question. C'est vrai que moi, je me souviens, alors pour avoir travaillé dans l'hyperconvergence depuis 2016, au début, 2016-2017, on avait des clients ou des acteurs du marché qui nous disaient dans 2 ans, on parlera plus de vous. Voilà. Bon, maintenant, je pense que non, on a passé le phénomène de mode. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est même rentré, je pense, dans l'utilisation générale des IT de nos clients. Aujourd'hui, on n'est plus entre guillemets montré du doigt en disant regarde, lui, il a fait de l'hyperconvergence, c'est un cas à part, etc. Non. Aujourd'hui, on voit même des appels d'offres publics où les clients vont émettre leurs besoins et vont marquer sur un paragraphe, par exemple, une alternative hyperconvergente peut-être proposée. Voilà, donc on est vraiment rentré aujourd'hui dans les mœurs. Et les personnes aujourd'hui qui choisissent en tout cas de partir sur l'hyperconvergence ne sont plus un peu les early adopters d'il y a 5 ans. Oui. On est vraiment rentré dans les habitudes de nos clients. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un DSI qui reprochera à ses équipes IT d'avoir choisi l'hyperconvergence. Alors bien entendu dans les use cases qu'on a évoqués ensemble. Mais pour moi, non, c'est pas du tout un phénomène de mode. Et on le voit aujourd'hui avec la croissance qu'on a, qui est très très forte. Et justement, je dis, ça s'est vraiment très fortement démocratisé. Dernière idée reçue, en tout cas dans celle qu'on va lister ce matin, certains pensent en tout cas que l'hyperconvergence est un système qui ne peut pas évoluer. Vrai ou faux?
Alors j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Aujourd'hui, on va dire que oui, l'hyperconvergence standard, que ce soit tous les acteurs du marché, je vous ai dit, on travaille au nœud. Et c'est vrai que l'évolution était en fait au nœud. On parlait d'un pas d'upgrade et on disait à nos clients et nos partenaires, voilà, attention, il faut faire attention au pas d'upgrade parce qu'on va évoluer en rajoutant des nœuds. Ce qui avait l'avantage d'être d'être linéaire, c'est-à-dire qu'on disait à nos clients, vous allez être linéaire, c'est-à-dire que vos performances vont être linéaires. Vous savez que un nœud va pouvoir encaisser par exemple 20 VM, vous rajoutez un autre nœud, c'est mathématique, vous allez pouvoir encaisser 40 VM. Voilà, c'était très mathématique. Et en plus, la plupart de nos clients savaient quels allaient être leurs coûts, parce qu'ils savaient combien coûtait un nœud avec les licences associées. Donc finalement, on pouvait budgétiser et se projeter là-dedans. Donc oui, c'est quand même évolutif. Maintenant, on a souvent reproché à l'hyperconvergence d'être justement un peu enfermé dans cette histoire du pas d'upgrade au nœud. Donc ça, c'est vrai qu'on nous l'a toujours reproché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'autres solutions, surtout chez HPE, qui va nous permettre de casser un petit peu cette adhérence à la fois au nœud. Donc aujourd'hui, nous, on a une solution qui s'appelle Nimble DHCI, en fait, qui est de l'hyperconvergence désagrégée, qui va nous permettre tout simplement d'offrir la simplicité de l'hyperconvergence avec la souplesse d'une infrastructure traditionnelle. C'est-à-dire, je peux faire évoluer mon stockage indépendamment de mon compute. Voilà. Nous allons maintenant passer à la suite de notre programme et nous concentrer plutôt sur les cas d'usage. On a vu avec Thomas finalement que l'hyperconvergence était simple, était agile, était une architecture qui était ouverte et qui s'adaptait bien sûr à différents cas d'usage. Eh bien, nous allons voir justement dans quel cas on peut l'exploiter. Et pour cela, j'invite Benoît à nous rejoindre. Benoît. Oui, Thomas. Benoît, je le répète, vous êtes responsable pôle public chez Antemeta. On a fait déjà un premier tour d'horizon assez riche avec Thomas. J'aimerais d'abord vous poser une première question. Est-ce que l'hyperconvergence répond aux besoins de ceux qui veulent moderniser l'infrastructure? On est dans une période de transformation numérique. Je pense qu'effectivement, parmi ceux qui nous écoutent, il y a effectivement des gens qui se demandent s'ils peuvent s'appuyer sur cette technologie-là et sur cette architecture pour se transformer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers l'hyperconvergence justement pour mener ce chantier de transformation? Alors oui, effectivement, Thomas. D'ailleurs, chez Antemeta, c'est le cas d'usage que l'on rencontre le plus fréquemment aujourd'hui, notamment quand il s'agit de mettre en place une nouvelle infrastructure qui arrive notamment en fin de support. L'intérêt typiquement d'une solution d'hyperconvergence permet, comme on l'a indiqué précédemment, de simplifier l'architecture des data centers et leur exploitation au quotidien. Là où aujourd'hui les architectures traditionnelles requièrent l'assemblage plus ou moins complexe de solutions avec des fournisseurs multiples et l'acquisition de systèmes convergés coûteux, eh bien finalement les appliances d'hyperconvergence, eux, séduisent par leur mise en œuvre rapide et par leur facilité d'exploitation et d'administration au quotidien. Ça, c'est un argument. Un autre argument qui est fort dans la modernisation du data center en faveur des systèmes hyperconvergés, c'est leur évolutivité. Vous l'avez déjà décrit tout à l'heure, ce qui permet d'accroître les capacités de stockage ou de traitement de manière linéaire. Il suffit en général de rajouter un simple nœud supplémentaire, de le relier au cluster existant. Et cette évolutivité va pouvoir être, je dirais, quantifiée dans le temps. Cette évolutivité, d'ailleurs, ne se limite pas simplement en rajoutant des nœuds, puisqu'on peut indifféremment aussi rajouter de la mémoire, du processeur ou de la volumétrie de stockage. Et le dernier argument sur ce cas d'usage particulier, c'est un argument économique, puisqu'il permet de réduire les coûts engendrés par la simplification des architectures et notamment la suppression, comme on l'indiquait, du réseau de type SAN et des baies de stockage, mais aussi c'est la baisse des frais d'exploitation liés à la facilité de mise en œuvre de ces architectures, sans parler des fonctions additionnelles comme le backup, le plan de reprise d'activité, qui peuvent être source de substantielles économies, surtout pour les PME ou pour les déploiements dans de multiples agences ou sur des sites distants. D'accord, effectivement, là on retrouve notamment l'un des arguments présentés par Thomas un peu plus tôt sur le fait que l'hyperconvergence, finalement, elle permet de faire des économies et qu'on n'est pas sur une technologie ou une architecture qui va entraîner des dépenses
forcément conséquente. Benoît, est-ce que l'hyperconvergence a pris une importance particulière pendant cette crise? On sait que certaines technologies ou certaines organisations ont fait des choix technologiques, ont choisi d'accélérer dans certains domaines. Est-ce que l'hyperconvergence, finalement, a profité de cette accélération en matière de transformation numérique? Complètement, Thomas. Sur un cas d'usage en particulier qui est ce qu'on appelle le bureau virtuel, hein, le VDI. C'est un sujet chez Antemeta que l'on rencontre de plus en plus fréquemment, hein, pour lequel nos clients nous sollicitent et qui s'est effectivement déployé de plus en plus, notamment en raison de la crise sanitaire actuelle et le développement massif du télétravail. Et en l'occurrence, les solutions d'hyperconvergence permettent de répondre à trois problématiques essentielles liées à la mise en place massive de ce télétravail. D'abord, la problématique du goulot d'étranglement qui est lié au stockage. Les demandes de capacité, quand on met en place un bureau virtuel, augmentent assez rapidement. Et les systèmes de stockage traditionnels aujourd'hui ne sont pas aussi faciles à étendre. Ainsi, le stockage peut devenir une ressource qui ralentit les performances de ces solutions VDI pour les utilisateurs finaux. La facilité d'extension des ressources dans un système hyperconvergé fait disparaître finalement ce goulot d'étranglement avec la possibilité d'ajouter des nœuds à une grappe existante et finalement d'augmenter cette notion de stockage. Il y a également un autre point qui est important, c'est la performance, hein. L'hyperconvergence avec un système de stockage full flash, donc des disques SSD, permet d'augmenter cette performance et in fine la satisfaction du client qui n'aura plus à subir de ralentissement lors d'un pic de connexion par exemple. Puis enfin, c'est aussi un avantage encore une fois économique, puisque le moteur de l'hyperconvergence auprès des consommateurs se formalise sous la forme d'une administration allégée, puisque la plupart des fonctions de gestion sont intégrées et automatisées. Et ainsi, les besoins en administrateurs spécialisés sur un domaine particulier est réduite. Benoît, un mot sur une problématique qui est chère au RSSI et DSI des organisations qui nous suivent, c'est la question de la sécurité. On sait que c'est très important, on sait que les architectures, lorsqu'elles sont pensées, elles doivent être effectivement sécurisées by design, comme on dit. En quoi est-ce que l'hyperconvergence vient apporter, j'ai envie de dire, sa pierre à cet édifice de cybersécurité que sont en train de construire, enfin qu'on construit et que sont plutôt en train de renforcer les entreprises? Alors, effectivement, un des points forts de l'hyperconvergence étant de répondre au scénario de protection de la donnée. Aujourd'hui, on constate que, alors que les attaques de ransomware augmentent de jour en jour en quantité et en férocité, il s'agit plus simplement de savoir si une organisation sera attaquée par un ransomware, mais plutôt quand elle sera attaquée. Et le recours typiquement à une solution d'hyperconvergence constitue un moyen simple d'intégrer pleinement la reprise sur sinistre et la protection des données à une stratégie informatique globale. La solution permet entre autres de respecter des RPO et des RTO de plus en plus stricts, puisque par exemple, sur les solutions d'HP, il suffit moins d'une minute en moyenne pour effectuer une sauvegarde ou une restauration locale d'une machine virtuelle d'1 Tera. De plus, les sauvegardes sont rapides et efficaces, ce qui permet d'obtenir des copies de la donnée presque en temps réel, qui peuvent être facilement restaurées, de sorte que la perte de données soit réduite au strict minimum si un système devait subir une attaque de type ransomware. Avec les solutions d'hyperconvergence, le passage d'une architecture mono-data center à une architecture, par exemple, multi-data center, avec des politiques de reprise d'activité ou de continuité d'activité, c'est souvent qu'une question de quelques clics, alors qu'en général, c'est un casse-tête avec une approche un peu plus traditionnelle en matière surtout de serveurs et de stockage. Thomas, un mot sur cette question de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les clients, d'ailleurs qu'il s'agisse de TPE, de PME, de TI ou peut-être même de grands comptes, quoique ceux-là, on les connaît un peu mieux, est-ce que la question de la sécurité est une demande qui est faite? Est-ce qu'on vous dit, est-ce que les gens viennent vous voir, en tout cas viennent voir les revendeurs, en disant, moi, l'infrastructure que je veux, si elle est hyperconvergée, eh bien, je veux qu'elle m'apporte une garantie de sécurité supplémentaire. Je veux que mes données soient à l'abri. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou que vous entendez?
Alors oui, tout à fait, parce que c'est vrai que Benoît, tout à l'heure, les attaques de ransomware, en tout cas, sont, on va dire, monnaie courante. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas rencontré, en tout cas, un responsable IT ou un responsable de production qui n'a pas été, en tout cas, confronté à une attaque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les questions que nous posent beaucoup les clients, c'est sur notre outil, comme l'a expliqué un petit peu Benoît. On a un outil sur les offres d'hyperconvergence SimpliVity qui nous permet en fait de protéger la donnée, qui peut s'apparenter à du backup. Voilà. Donc je dis bien qu'il peut s'apparenter à du backup. L'avantage, c'est qu'on va être capable de protéger une VM, une machine virtuelle, en quelques secondes, en quelques clics, et de pouvoir très clairement la restaurer en quelques clics également. Et aujourd'hui, on a l'avantage, c'est qu'avec cette solution qui est chez SimpliVity, on a des clients qui malheureusement ont été attaqués par des ransomware, qui ont été chiffrés, mais qui nous ont dit clairement, enfin, dans ces mots-là que je reprends, qu'ils nous ont dit, ils ont béni les sauvegardes SimpliVity parce que ça leur a permis en fait de restaurer l'intégrité de leur production en fait très rapidement grâce en fait à notre solution de protection de la donnée. Donc oui, aujourd'hui c'est vraiment un point qui est au cœur des discussions, puisqu'aujourd'hui de toute façon on le voit, tous les clients prennent beaucoup de temps à regarder comment sauvegarder et surtout comment restaurer leurs données. Benoît, je reviens à vous. On a parlé bien sûr beaucoup des coûts depuis le début de cette émission. Comment SimpliVity permet d'optimiser les coûts sur tout ce qui touche et tout ce qui a trait à la base de données? Alors Thomas, de manière très simple, hein, sur cette partie base de données, eh bien c'est simplement l'économie que la solution d'hyperconvergence permet de réaliser, notamment au travers de coûts d'acquisition de licences. En effet, avec une isolation des clusters et un stockage distinct, on est en conformité avec les différentes politiques de licence des différents éditeurs. Ces deux conditions, en l'occurrence, permettent d'éviter le déplacement des VM entre les clusters et ainsi de devoir licencier l'ensemble, par exemple, des processeurs, des serveurs, de tous ces clusters. Un exemple très concret, hein, chez un éditeur que je pense que tout le monde connaît, qui est Oracle, l'ensemble des nœuds d'une ferme virtualisée doivent être licenciés. Eh bien, avec une solution d'hyperconvergence, il suffit simplement d'isoler la base de données et derrière, les bénéfices qui sont attendus, c'est une économie sur ces coûts d'acquisition de licence, d'une part, d'autre part, de la performance, toujours avec cette notion de disque complètement full SSD, et enfin un système qui est résilient avec de la protection, puisque notamment avec SimpliVity, on peut opérer de la résilience et une sécurité avec deux nœuds simplement. J'aimerais maintenant qu'on passe, comme je le disais, pour cette troisième partie, à notre retour d'expérience. D'ailleurs, Benoît et Thomas, enfin, Thomas, vous n'irez pas très loin. Benoît, restez proche de votre écran, puisque je vous demanderai très probablement d'ajouter peut-être un commentaire ou deux sur ce que nous dira notre témoin, j'ai envie de dire. Et Nicolas Jamois, d'ailleurs. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et je rappelle qui vous êtes. Hein. Vous êtes chef de projet technique, département informatique, chez Altima Assurance. Alors, avant de rentrer dans le dur du sujet et de parler hyperconvergence, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur Altima, qu'on comprenne qui est cette structure et qu'on en sache un peu plus sur son cœur de métier? Oui, bien sûr. Donc, Altima Assurance, c'est une société d'assurance qui est filiale de la Maif depuis maintenant 6 ans environ. Historiquement, Altima en fait a été créé il y a une vingtaine d'années par 3 actionnaires qui étaient Massif, Maif et Matmut. Et puis l'objectif au moment de la création de cette entreprise, c'était de pouvoir proposer une assurance aux constructeurs automobiles. Donc Altima a travaillé avec tous les principaux constructeurs automobiles. Ensuite, ça s'est terminé fin 2012 par des orientations différentes au niveau stratégique, et la Maif donc a racheté la société aux 2 autres actionnaires il y a 6 ans environ. Aujourd'hui, on est passé donc on était 40 salariés il y a 6 ans et on est 90 aujourd'hui, et si on inclut les prestataires, on est environ 150.
Pour quelle raison, Nicolas, vous vous êtes lancé dans un projet d'hyperconvergence? Alors, on devrait peut-être pas le prendre dans ce sens-là, mais quels étaient finalement les usages, les besoins qui vous ont poussé à vous tourner, en tout cas peut-être à demander une solution, une architecture hyperconvergée? En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait la Maïf quand elle a racheté la société. Nous, l'informatique était gérée à la Massif. Donc forcément, le premier objectif qu'on nous a donné, c'est de sortir notre infrastructure informatique de la Massif pour l'avoir en notre nom propre. Donc ce qu'on a fait pour être rapide et assez efficace, on a simplement loué des serveurs et des mètres carrés dans 2 data centers. Donc on a mis une infrastructure classique, mais en location. Ensuite, ça a perduré environ 2 ans, et puis économiquement, c'était pas très intéressant. Le fait de louer, c'était pas très agile, et la société évoluait et on devait réfléchir à une autre orientation. Donc moi, je me suis plutôt tourné vers l'hyperconvergence parce que de ce que j'avais pu en comprendre, ça convenait complètement. Nous, on n'était que 3 informaticiens dans la société. Donc, on n'avait pas d'experts, que ce soit en baie de stockage, en administration système. Donc, nous, il nous fallait une solution relativement simple, fiable, performante, avec un PRA relativement facile à mettre en place. Donc, on s'est orienté vers l'hyperconvergence. Benoît, est-ce que ce sont des cas de figure qu'on retrouve dans les différents projets d'hyperconvergence sur lesquels vous avez travaillé? Et j'aimerais juste insister sur cette notion de PRA, puisque Nicolas disait que c'était quelque chose d'important. Alors, il y avait effectivement la problématique d'avoir une équipe avec un effectif relativement réduit. Donc là, Thomas Guérin le disait un peu plus tôt, pour les petites équipes, pour les gens qui ont des tâches quotidiennes qui peuvent être chronophages, eh bien, l'hyperconvergence y répond tout à fait. Est-ce que justement cette problématique de PRA, eh bien, elle influence vos clients potentiels sur le choix, sur le recours finalement à une architecture hyperconvergée? Complètement, Thomas. Et effectivement, la mise en place de politiques de continuité d'activité ou de reprise d'activité est un vrai sujet au sein de nos clients. Et l'hyperconvergence permet effectivement de franchir le pas là où habituellement, avec une infrastructure dite legacy et traditionnelle, il y a des schémas relativement complexes. L'hyperconvergence balaie ces problématiques à son bénéfice, puisque la souplesse en termes de gestion des ressources apportées par l'approche hyperconvergée, ainsi que la qualité des outils, permettent de mettre en place ces politiques de continuité d'activité et de reprise d'activité, et finalement de soulager les équipes d'exploitation. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'aujourd'hui, les solutions d'hyperconvergence permettent essentiellement 3 choses: de la simplification, on a vu, avec des outils d'administration simplifiés, automatisés, de la performance, avec du matériel de dernière génération, tant en termes de processeurs, des disques full flash qui permettent de répondre à des cas d'usage et des besoins en performance, et également de l'agilité, puisque la mise en place d'environnements multisites ou des modes sites distants sont réalisés très simplement avec TeamPBT. On peut démarrer avec un simple site aujourd'hui en superposant 1 ou 2 nœuds d'hyperconvergence. Et puis à terme, si on souhaite basculer vers une politique de reprise et de continuité d'activité et ouvrir un second site, eh bien venir déployer une seconde paire de nœuds sur ce deuxième site, encore une fois en quelques clics de souris. Nicolas, à quel besoin, et quand je dis besoin, à quelle tâche, sur quelle tâche et sur quelle activité de la vie de tous les jours, dans vos process quotidiens, ou hebdomadaires ou mensuels, eh bien, l'hyperconvergence vous permet justement de répondre? Vous l'avez dit juste plus tôt, vous êtes une petite équipe, vous aviez besoin d'une solution automatisée, simple à exploiter, simple à utiliser. Comment est-ce que justement, et pourquoi cette solution, elle vous facilite la vie au quotidien? Elle nous facilite la vie au quotidien parce que justement, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un en permanence à s'occuper de l'administration de l'hyperconvergence de VMware. Aujourd'hui,
ça fonctionne. Les seules fois où on est obligé d'aller sur VMware, c'est uniquement pour créer des environnements, pour créer des machines. On n'a pas besoin tous les jours de vérifier si on a assez de stockage, s'il n'y a pas d'anomalie sur l'infrastructure. C'est vraiment là, pour moi, le point positif de SimpliVity. Je suppose qu'au fur et à mesure des mois, cette solution, en tout cas vos besoins ont évolué. Vous avez eu, je pense, comme toutes les entreprises, vous avez connu et vous vivez comme nous tous cette pandémie et cette crise sanitaire. Vous avez probablement dû procéder à quelques ajustements. Vous avez dû adapter votre solution, adapter votre architecture. Est-ce que l'hyperconvergence, est-ce que l'architecture hyperconvergence que vous avez choisie vous a justement permis de répondre aux défis que vous avez pu rencontrer au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois même? Oui, complètement. La philosophie de l'hyperconvergence, moi je l'avais comprise comme ça, c'est finalement on achète du matériel quand on en a besoin. On n'est pas là pour anticiper. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est plug and play un petit peu. Donc nous, on a monté l'infrastructure en 2018. On a procédé donc on a procédé à un achat de 4 nœuds de type S. On l'a mis dans 2 data centers. Donc voilà, une infrastructure classique. On avait à l'époque une 60aine de VM. Ensuite, 6 mois plus tard, on a déjà fait une upgrade de mémoire. On a on a comblé tous les slots disponibles de notre infra. Un an après, on a fait des montées de version, que ce soit du côté SimpliVity ou côté VMware. Fin d'année dernière, on a rajouté 2 nouveaux nœuds de type L cette fois-ci. Donc, ce qui nous fait une infrastructure avec 3 nœuds. Et là, récemment, il y a quelques semaines, on a fait évoluer notre infrastructure historique, entre guillemets. Nos 4 anciens nœuds, on a rajouté également du stockage. Donc, on a fait, donc là, maintenant, ça nous permet d'avoir une infrastructure complète de type L. Donc, on a fait un petit peu tout ce qui était possible de faire, je pense, sur l'infrastructure. Et ça a été quand même relativement simple à mettre en place, que ce soit pour un upgrade de mémoire, un ajout de nœud ou de stockage. En gros, ça a été 2 jours de travail. Voilà, donc c'est quand même assez rapide. Le plus long, finalement, c'est la préparation, c'est-à-dire vider le premier nœud pour commencer à faire l'upgrade. Mais ensuite, ça va relativement vite. Thomas, c'est une belle démonstration, presque quasiment sans... on pourrait la prendre telle qu'elle, de ce que c'est que l'hyperconvergence. Et je reprends juste un élément qui a été abordé par Nicolas plus tôt et qui est à mes yeux important et qui mérite d'être souligné, c'est que on n'anticipe pas forcément avec l'hyperconvergence, c'est qu'on va acquérir des nœuds, on va faire évoluer la solution en conformité avec les besoins. C'est aussi ça l'hyperconvergence finalement, c'est que cette solution, elle va répondre aux besoins à un moment donné. Vous pourrez la faire évoluer, bien sûr, si le besoin s'en fait sentir, mais c'est aussi la technologie du moment. C'est aussi ça, peut-être une de ses forces? Alors c'est exactement en fait ce qu'a dit Monsieur Jamois et ce que vous dites là Thomas, c'est que on change complètement de philosophie de renouvellement un petit peu des infrastructures où on avait pendant très longtemps, on n'avait pas encore quelques clients, mais de moins en moins de clients qui nous disent bah oui moi je sais que tous les 5 ans je vais faire un Big Bang. Voilà, j'achète une nouvelle architecture, serveur, réseau, stockage, etc. Et au bout de 5 ans je la mets à la poubelle. Entre guillemets, je repars sur une nouvelle solution. Voilà. Et je repars sur un nouveau cycle, etc., avec des investissements, de l'amortissement sur 5 ans, etc. Bah, avec l'hyperconvergence, on casse complètement cette idée-là, puisque finalement, on se dit, je vais sans cesse faire du neuf avec du vieux, entre guillemets. Donc, soit je vais faire évoluer mes nœuds, comme l'a fait Altima, c'est-à-dire je peux rajouter de la mémoire, je peux rajouter du stockage, soit je vais aussi rajouter un nœud complet, parce que j'ai une croissance. Monsieur Jamois l'a dit, ils ont commencé à 60 VM. Je ne sais pas maintenant aujourd'hui à combien de VM vous êtes, mais je pense que vous êtes à beaucoup plus. On est à 260 aujourd'hui. Voilà, exactement. Ben voilà l'exemple typique. Et donc, on va rajouter en fait
suivant les besoins. Et moi, l'autre fois, j'avais un DSI qui était revenu vers moi il y a quelques temps, qui m'avait dit j'ai dû faire un nouveau projet. Ils avaient un nouveau projet, est arrivé, qui tenait en 3 lettres, S, A et P, et qui nous a dit, voilà, j'ai dû faire ma demande d'investissement. Et c'était un client qui avait déjà des nœuds et on a fait évoluer son infrastructure et qui est reparti en fait sur des nouveaux nœuds. Et on a réutilisé ces anciens nœuds pour faire un PRA. Et le DSI m'a dit, je n'ai jamais vu une demande d'investissement passer aussi vite auprès de mon DAF. Je lui dis, ah bon, tant mieux. Il me dit, bah, j'ai eu les accords dans la journée pour plusieurs raisons. Un, parce que bah, je savais combien ça allait me coûter. Parce que comme j'avais déjà avec vous, je savais combien me coûtait un nœud. C'était prévisible. C'était prévisible, voilà, déjà. Donc j'avais mon investissement. Quand on m'a demandé combien il fallait que je prévoie en budget, en 24 heures, j'ai pu donner un budget. Et deuxièmement, il m'a dit, quand j'ai montré à ma direction que je faisais du neuf avec du vieux, c'est-à-dire que je ne jetais plus toutes mes infrastructures, mais je les recyclais pour les réutiliser dans une solution où je faisais vivre en upgradant, ben, on était un petit peu, en ce moment, on parle beaucoup d'économie durable, d'économie circulaire, ben, on tombe complètement là-dedans. Voilà. Nicolas, quelle conclusion, quel bilan, pas conclusion, parce que je pense que l'histoire de l'hyperconvergence n'est pas complètement finie, quel bilan vous tirez de ces quelques mois d'utilisation de l'hyperconvergence? Quels sont pour vous justement les points forts, les points saillants que vous en sortez et que vous sortez de cette expérience? Ben, j'ai envie de dire, je vais répondre comme un utilisateur lambda, ça fonctionne déjà. Et je pense que c'est la première chose qu'on demande. On a une infrastructure qui fonctionne et justement, on n'en entend pas parler. Et donc, ça veut dire que ça fonctionne. Moi, aujourd'hui, en 2 ans, on a eu 0 plantage lié à l'infrastructure. On a juste eu 2 disques durs à changer. Et voilà, on a créé des tickets chez HPE et en 48 heures, le disque dur a été changé. Donc, franchement, on n'a pas trop à s'en soucier. Nous, dans les aspects positifs, on a vraiment des performances qui sont au rendez-vous. Nos environnements, ils sont à peu près comparables entre la prod, la recette, la pré-production, ce qui nous permet d'avoir un taux de déduplication qui est assez bluffant. La partie backup restauration est très intéressant. Alors nous, on utilise une solution autre pour gérer les sauvegardes, mais on utilise des backups avant les interventions. Et c'est vrai qu'on fait des backups en un clic et si besoin, on fait un retour arrière en un clic également. Donc c'est super pratique et super rapide. Par rapport à toutes les évolutions qu'on a eu à faire au cours de nos activités, voilà, ça a été assez rapide. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 jours pour tout compris, hein, pour rajouter de la mémoire, pour rajouter 2 nœuds. Enfin, là, j'ai envie de reprendre l'expression, mais c'est vraiment plug and play. On met le nœud, ça y est, c'est quasiment en route. Il y a quelques actions réseau, mais sinon, c'est vrai que ça va assez vite. Bon, après, on peut pas non plus dire qu'il y a que des côtés positifs. On a remarqué 2-3 petits aspects négatifs, enfin négatifs, 2-3 limites, on va dire. Au niveau du stockage, on a du mal à voir rapidement le stockage disponible et utilisé. Ça, c'est une petite... c'est dommageable en tout cas. Il suffit pas de faire 2 clics pour avoir le stockage utilisé. C'est quand même un peu plus compliqué. Peut-être une réponse, Thomas, sur ce point-là en matière de stockage. Comment est-ce que vous pouvez accompagner ou comment peut-être le client peut trouver plus facilement ses réponses en matière de stockage grâce à la solution HPE SimpliVity Hyperconvergé? Alors, c'est un très bon point qu'a relevé M. Jamois, hein, c'est pas le seul à nous avoir remonté. Donc aujourd'hui, on a la réponse, en fait, elle se base en fait sur un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle InfoSight, que HPE a acquis en rachetant en 2017 la société Nimble Storage, qui est un module en fait qui permet en fait d'avoir non seulement de la prédictibilité, mais aussi également d'avoir du machine learning, d'accord, et donc de permettre derrière de faire des propositions, des suggestions
à la fois en termes de stockage, c'est-à-dire que maintenant, avec les nouvelles versions, vous allez voir, Monsieur Jamet, normalement, vous allez avoir accès directement au stockage utilisé par VM. Donc, vous allez voir tout de suite une VM, combien de stockage elle utilise réellement sur disque, combien de stockage utilise ses backups, etc. Et aussi, derrière, de pouvoir vous permettre de faire du capacity planning. Donc, l'outil va vous permettre de vous dire, en fonction de tes habitudes, toi, administrateur système, si tu continues comme ça, dans 6 mois, tu n'auras plus de stockage. Dans 6 mois, tu n'auras plus de compute. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on utilise fortement. Maintenant, on va même plus loin. Et ça, c'est la force d'HPE parce que beaucoup de concurrents se targuent aujourd'hui de faire également de l'IA. C'est un peu à la mode. Hein. Vous savez, c'était un peu comme il fallait être .com il y a 10 ans, il fallait être Cloud il y a 5 ans. Et maintenant, il faut être IA. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a cet avantage-là. C'est que côté IA, on va faire ce qu'on appelle du cross-stack analytics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de données qui sont remontées de par l'hyperviseur, de par le stockage, de par les serveurs, de par le compute, on va dire. Et nous, on va en fait les cross-checker. On va faire vraiment tourner des modules d'IA et on va faire des recommandations à nos clients. Voilà. Et c'est ça qui va permettre aujourd'hui de changer un petit peu la vie de l'administrateur système. Merci pour ces précisions. Je vous propose maintenant de passer à la 4e et dernière partie de notre programme et de revenir, en tout cas de repréciser l'hyperconvergence et ses avantages. Alors avec Nicolas Jamois, on en a vu déjà quelques-uns. Qui étaient surtout effectivement liés à ses propres problématiques. L'une des questions qu'on peut se poser sur les avantages, justement, et c'est ce que vous aviez commencé à y répondre, Thomas, tout à l'heure, c'est que certaines entreprises se disent que finalement, en changeant l'architecture, eh bien, ça va être le Big Bang. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comme vous le disiez tout à l'heure, pourquoi est-ce que finalement l'hyperconvergence, elle va plutôt accompagner le changement plutôt que de l'imposer et de forcer les entreprises à tout changer? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de changement, puisqu'en fait, on ne change pas les habitudes, entre guillemets, on ne change pas les fondamentaux d'administrateur système. Hein, monsieur Jamois pourra témoigner. On est sur une couche sur un hyperviseur, on continue à administrer VMware, on continue à administrer ses VM, hein, tout simplement. Alors on peut le faire en mode console, et je précise aussi pour les aficionados du pingouin, on peut aussi tout faire en ligne de commande, donc voilà, on se fâche avec personne. Mais le point, c'est qu'en fait, on va simplifier la vie de l'administrateur système. Moi, je vous donne un exemple. C'était l'exemple d'une mairie, d'une petite mairie d'une commune basée dans le sud-ouest, qui, quand on a rencontré l'administrateur système, le responsable informatique, au fait, qui fait office d'administrateur système, nous a dit moi, je suis tout seul pour tout gérer. C'est-à-dire que je gère les ordinateurs portables, les PC, les copieurs, les téléphones portables et l'infrastructure de la mairie. C'est tout? Voilà. Et il a dit, je suis tout seul. Enfin, il a dit, j'ai un apprenti avec moi, mais voilà, je suis tout seul. Et donc, il nous a dit, moi, je cherche quelque chose de simple à mettre en place. Je ne suis pas un expert du stockage, voilà, je ne suis pas un expert du réseau. Je suis un peu un touche-à-tout, voilà, j'ai des notions. Par contre, je veux quelque chose de simple à gérer. Et comme l'a dit monsieur Jamois, je ne veux pas en entendre parler derrière. Je veux que ça tourne et je veux que ça soit simple. Et quand je dois créer une VM, je ne veux pas me poser 25 000 questions. Voilà. Quand on lui a présenté SimpliVity, il a dit, c'est génial. Enfin, moi, c'est ce que je veux. Aujourd'hui, il l'a, voilà, depuis maintenant à peu près 3 ans. Mais c'est vraiment ça. Et le retour qu'on nous dit, c'est, je n'ai pas changé mes fondamentaux. J'ai pas changé, entre guillemets, j'ai pas révolutionné mon code ou ma fonction de réfléchir. Par contre, finalement, j'administre toujours mes VM, mais par contre, je gagne du temps. Et aujourd'hui, ça m'a changé la vie. Donc aujourd'hui, on a énormément d'administrateurs système qui nous disent, moi, ça m'a changé la vie. Et aujourd'hui, je gagne du temps et je ne passe plus de temps à faire des tâches rébarbatives. Benoît, est-ce qu'on peut lister, est-ce qu'on peut résumer les bénéfices de l'hyperconvergence, en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent, qu'ils aient une idée très claire de ce qu'ils peuvent en attendre et de tous les bienfaits, entre guillemets, qu'ils pourront tirer de ce type d'architecture? Oui, tout à fait, Thomas. Donc, comme je l'indiquais, aujourd'hui, l'hyperconvergence va vous permettre de vous apporter de la simplification avec un outil commun et unique d'administration, de la performance, encore une fois, avec une partie matérielle de dernière génération, avec des environnements de disques full SSD, de l'agilité, la mise en place de protection de la donnée en monosite, en multisite, la possibilité d'opérer du stockage intégré à la solution même, et enfin de l'évolutivité, de la souplesse en termes d'évolutivité. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure, la possibilité et M. Jamois l'a bien décrit dans son cas, de pouvoir ajouter que ce soit de la mémoire, du processeur sur des nœuds existants, ou venir positionner des nœuds SimpliVity complémentaires
pour répondre à un besoin de performance ou de cas d'usage complémentaires. Nous arrivons, messieurs, à la fin de notre programme. Je vais vous demander, Thomas et Benoît, de résumer en quelques phrases les mots, les éléments qui, pour vous, doivent être retenus par les utilisateurs, par ceux qui veulent déployer l'hyperconvergence. Voilà, quelques arguments ou deux arguments sur les questions qu'ils doivent se poser, en tout cas sur les thématiques qu'ils peuvent aborder lorsqu'ils doivent et lorsqu'ils veulent déployer de l'hyperconvergence. Thomas, je commence par vous. Bah, en fait, brièvement, brièvement, on a beaucoup parlé donc, de la simplicité, etc., de tout ce qu'on va apporter. Maintenant, moi, je voudrais juste souligner un point important, c'est qu'aujourd'hui, on a vu évoluer le marché de l'IT. On parle souvent de révolution de l'IT. On a eu la révolution du hardware define, les grandes époques des mainframes, etc., des systèmes propriétaires. On a eu, il y a quelques années, l'époque du software define, voilà, avec la virtualisation. Et aujourd'hui, on est maintenant à l'époque de l'IA define, c'est-à-dire vraiment de l'intelligence artificielle. Moi, c'est ce que je veux juste terminer là-dessus en disant qu'aujourd'hui, HPE, on va dire, tire son épingle du jeu au niveau du marché d'hyperconvergence sur plusieurs points. Un qui est de dire aujourd'hui, on a l'offre la plus complète du marché. On est capable de répondre à différents use cases d'hyperconvergence et également de celui de l'hyperconvergence désagrégée. Donc, quand les clients veulent la simplicité de l'hyperconvergence avec la souplesse d'une infrastructure traditionnelle avec le Nimble DHCI. Mais surtout, parce qu'on est aujourd'hui l'acteur qui va apporter cette IA, qui va permettre aujourd'hui d'apporter à l'administrateur système de demain de gagner du temps surtout, et surtout de prédire. Alors je dis, on n'est pas Madame Irma avec la boule de cristal et on ne va pas prédire l'avenir, ça c'est sûr. Je ne vous dirai pas quand est-ce qu'on sera tous sortis de cette pandémie. Mais non, le but c'est vraiment de se dire, ok, je vais aller quand même plus loin, c'est-à-dire que je vais prévoir et je vais pouvoir anticiper à la fois les besoins de mes métiers, les besoins des workloads, les SLA derrière que je vais apporter, les gains de performance, etc. Et c'est vraiment cette partie-là aujourd'hui qui, je pense, est primordiale et qu'il faut en tout cas avoir en tête. Benoît, quelques phrases pour conclure notre webinaire. Qu'est-ce que vous voulez que les gens, ceux qui nous écoutent, retiennent de tout ce qu'on a pu dire ce matin ? Alors, pour rejoindre les propos de Thomas, l'hyperconvergence permet aujourd'hui d'accompagner les DSI. Hein. On voit bien que l'orientation que certains DSI prennent aujourd'hui, c'est plutôt d'aller vers un modèle d'automatisation du data center, aller vers de l'hybridation. Et dans ce cadre-là, la notion de software defined data center est en train de s'imposer un peu comme le modèle du data center de demain. Avec les solutions d'hyperconvergence et leurs différents bénéfices, eh bien, on est en capacité aujourd'hui d'accompagner ces DSI vers cette évolution majeure. Messieurs, nous arrivons malheureusement à la fin de ce webinaire. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Thomas. Merci à vous. Merci Benoît, merci Nicolas Jamois, merci pour vos précisions, précieuses d'ailleurs, pour comprendre comment aujourd'hui une entreprise vit en tout cas au jour le jour avec une architecture hyper convergée. Merci à vous tous de nous avoir suivis, j'espère que ce programme vous aura plu, mais que surtout il vous aura permis d'ouvrir vos horizons sur l'architecture hyper convergée et sur l'hyperconvergence. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission.